Donc déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce deuxième webinaire sur l'aide alimentaire. Il va se dérouler en trois temps. Un premier temps où je vais juste rappeler un petit peu le contexte. Ensuite, je donnerai la parole à nos collègues de la Fédération française des banques alimentaires pour la partie sur les règles d'hygiène et sécurité. Et puis, on essaiera de garder 15-20 minutes à la fin pour pouvoir poser toutes vos questions à nos intervenants. Donc voilà, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de trois webinaires qu'on a souhaité mettre en place pour les associations qui font de l'aide alimentaire, qu'elles soient habilitées, qu'elles aient l'habilitation via la FEP ou non, hein, mais pour tous ceux qui font de l'aide alimentaire. Le premier a eu lieu en décembre sur les missions et les outils des banques alimentaires au service de ses partenaires. Le replay sera disponible, hein, donc je vous enverrai aussi un email pour vous en informer. Et puis aujourd'hui, on va voir plutôt ce qui relève de l'aide alimentaire et des règles d'hygiène et sécurité. Et puis en mars, on fera un focus sur la gestion de l'activité alimentaire via la présentation du logiciel qui est utilisé par la banque alimentaire Ticadi, que beaucoup d'entre vous ont, mais peut-être ne connaissent pas bien et certains auront l'occasion de le découvrir. Donc, comment va se dérouler notre webinaire? Il va durer 1 heure, hein. On a voulu faire des temps courts. Donc voilà, je l'accueille. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous rappeler un petit peu les objectifs de ce webinaire, vous dire quelques mots sur le partenariat qui existe entre la Fédération française des banques alimentaires et la FEP. Quelques données aussi sur l'aide alimentaire au sein du réseau FEP. Et puis ensuite, on donnera la parole à Benoît Colonna qui se présentera et Alice Fricotto de la Fédération française des banques alimentaires pour ce temps sur l'hygiène et sécurité. Et puis, comme je vous l'ai dit, un temps de questions-réponses. Donc, je vais faire rapide hein, pour cette introduction. L'objectif vraiment de ce webinaire, c'est mieux connaître les collaborations qui peuvent exister entre les membres du réseau FEP et les banques alimentaires, de mieux connaître aussi les missions des banques alimentaires et aujourd'hui plus spécifiquement l'accompagnement qu'ils peuvent vous proposer autour du respect des règles d'hygiène et sécurité. Et puis enfin redécouvrir en fait tout l'ensemble des outils et services qui sont à destination des associations partenaires, que ce soit côté FEP ou côté banque alimentaire. Donc, pour vous donner un petit peu un focus sur les partenariats entre la Fédération française des banques alimentaires et la FEP, il faut savoir que la FEP, en fait, est cofondateur des banques alimentaires, hein. Ça fait partie des associations qui ont lancé la fondation des banques alimentaires. Et aujourd'hui, on a toujours une place au conseil d'administration de la Fédération des Françaises des banques alimentaires. Si vous la connaissez, c'est Cécile de Clermont, notre DGA, qui nous représente au CA de la FBBA. Au niveau de la FEP, on participe aussi à différents événements qui sont organisés par la Fédération française des banques alimentaires, notamment des journées partenaires qu'ils ont lancées il y a 2 ans à peu près maintenant. Donc 2 ou 3 fois l'année, on se retrouve avec plusieurs autres partenaires associatifs, plutôt des têtes de réseau, pour échanger un petit peu sur différents sujets autour de l'aide alimentaire. Et puis vous, en tant que membre de la FEP, vous êtes aussi des acteurs assez importants par rapport aux banques alimentaires. Beaucoup d'entre vous participent à la collecte annuelle des banques alimentaires. Certains membres des banques alimentaires sont aussi dans les conseils d'administration localement. Je ne les ai pas tous mis, hein, mais je sais que La Rochelle, Nîmes, Nice sont très impliqués aussi dans la gouvernance. Et Elisa, je vois que vous levez la main aussi à Grenoble, donc je l'ajouterai pour le troisième webinaire. Quant à la Fédération française des banques alimentaires par rapport à la FEP, bah, et nous aussi, on les sollicite parfois sur certains de nos projets, notamment le prix Charles Gide. Vous avez dû en entendre parler. C'est une possibilité pour les associations de déposer un projet auprès de la fédération et on peut vous accorder des financements. Cette année, c'est surtout axé sur la fraternité. Et on a demandé à la Fédération française des banques alimentaires qu'on puisse avoir une personne de chez eux pour être membre du jury, pour avoir aussi des personnes extérieures qui puissent être objectives et pas forcément impliquées à la FEP. Et puis, on a aussi des actions communes. Par exemple, l'année dernière, on a signé une tribune ensemble, la FEP et les autres partenaires de l'aide alimentaire, sur l'importance de la collecte. On est aussi sur des sujets, on se retrouve dans des instances de concertation sur les sujets de la mutation alimentaire, mais aussi tout ce qui est le programme Mieux manger pour tous auprès de nos instances de tutelle, parce que c'est souvent la Direction générale de la cohésion sociale.
Et puis, bah, on est amené à solliciter les uns les autres pour faire des interventions auprès de nos différents réseaux lors de temps forts. On invite systématiquement les banques alimentaires à notre assemblée générale. Ils nous invitent au lancement de la collecte annuelle. Enfin voilà, on tisse des partenariats assez proches, en tout cas au niveau de nos têtes de réseau. L'aide alimentaire à la FEP, juste pour, ce sera mon dernier point. Il faut savoir qu'en effet, on a une habilitation nationale, la FEP, depuis 2016 pour 10 ans. Donc en 2026, il va falloir qu'on la renouvelle. Aujourd'hui, ce sont 65 associations qui sont membres de la FEP qui bénéficient de cette habilitation. Vous faites tout type, dans les associations habilitées, il y a tout type d'actions d'aide alimentaire. Ça peut être des colis, des repas, des épiceries solidaires, des maraudes. Il y a vraiment à peu près toutes les formes qui sont représentées. Cette habilitation, elle est liée à certains engagements, évidemment, hein. Nous, la FEP, on doit s'engager à faire remonter toutes les données aide alimentaire de nos membres. C'est pour ça que tous les ans, on vous demande de remplir une enquête que nous, on consolide et qu'on fait remonter à la Direction générale de la cohésion sociale. On s'engage aussi à vous accompagner autour de l'aide alimentaire. On le développe de plus en plus depuis 2 ans. Et ces webinaires en font partie, hein, c'est de pouvoir vous apporter de l'information et des ressources. Et puis, on a aussi dans cette habilitation la possibilité, quand vous l'avez justement, de tisser un partenariat avec les banques alimentaires de votre territoire. Il est nécessaire d'avoir l'habilitation aide alimentaire pour pouvoir passer une convention avec la banque alimentaire et bénéficier bah, de leurs denrées, mais aussi tous les services qu'ils peuvent offrir de formation et autres. Donc sur ce temps de webinaire hygiène et sécurité, j'ai juste repris trois des engagements qui sont dans les déclarations d'engagement que vous signez en tant qu'association quand vous nous demandez l'habilitation. Donc c'est mettre en place des procédures qui respectent les règles d'hygiène et la sécurité des aliments. Il y a un guide des bonnes pratiques d'hygiène, on va vous redonner le lien tout à l'heure. Un autre engagement que vous prenez dans le cadre de l'habilitation, c'est d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées depuis le point de collecte jusqu'au lieu de distribution aux personnes. Donc là aussi, il peut y avoir évidemment des règles d'hygiène et sécurité quand on déplace des denrées, notamment le froid. Et puis, un autre engagement, c'est se soumettre au contrôle de l'habilitation. Bah là, c'est plutôt comment vous allez pouvoir vous outiller sur des règles d'hygiène et sécurité, justement, au cas où vous avez un contrôle. Sachez qu'on a eu très peu de contrôles chez les membres de la FEB jusqu'alors, mais ça peut arriver. Et je sais qu'il y a Élodie Franck qui est parmi nous aujourd'hui de Reims, et je sais qu'elle avait eu un contrôle sur les produits européens. Donc voilà, ça peut arriver quand même sur certaines denrées. Maintenant, je vais proposer à Benoît et Alice de se présenter. Ils nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Benoît Colonna, Secaldi, qui va se présenter, qui est justement sur ce sujet hygiène et sécurité des aliments aux banques alimentaires. Et Alice Fricoteau, qui est chargée d'animation réseau, qui peut aussi être un lien pour pouvoir avoir accès à vos animateurs réseau en région. Donc, je vais arrêter le partage. Hops. Et Benoît, je te laisse la main. Alors, je vais commencer. Pardon. Oui. Pardon. Donc, je disais, je vais commencer à me présenter, et puis Benoît se présentera ensuite, puisqu'il enchaînera sur la présentation du jour. Donc, bonjour à toutes et tous et enchanté. On est ravis d'être là avec vous cet après-midi. Donc moi, je suis Alice Fricoteau, je suis coordinatrice nationale des chargés d'animation réseau. Donc je travaille au sein de la Fédération française des banques alimentaires, au sein de notre service relations, associations et innovation sociale. Et donc, en tant que coordinatrice nationale des chargés d'animation réseau, voilà, je participe à l'animation de nos réseaux de banques alimentaires. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît les chargés d'animation réseau, mais juste pour vous en dire un petit mot, ce sont des personnes au sein de nos banques alimentaires, donc sur le terrain, qui font le lien entre les banques alimentaires et nos partenaires, donc voilà, y compris vos associations. Donc c'est vraiment le point de contact, l'un des points de contact au sein des banques alimentaires. Voilà. Et donc je laisse la parole à Benoît. Merci Alice. Bonjour à tous, c'est bon.
Oui, on vous entend, Benoît. Donc moi je suis Benoît Colonna-Secaldi Attends, je m'entends pas, mais j'ai pas de retour. Je vais me mettre. Nous, on Ah, vous entend, on t'entend très bien. ouais, mais moi je t'entendais plus. Moi je suis Benoît Colonna-Secaldi, je suis responsable du service hygiène sécurité des aliments à la Fédération. Et donc c'est notre service qui s'occupe des formations organisées pour nos partenaires pour l'ensemble du réseau en fait. Donc je vais vous donner enfin pourquoi déjà on fait des formations. Ensuite, comment on les fait et comment vous pouvez participer à ces formations. Alors, je ne suis pas au bon endroit, évidemment. Ah, euh, hop, voilà. Donc, Très bien, on voit très bien, Benoît. très bien. Donc, les formations qui sont proposées par les membres pour les associations membres de la Fédération Entraide Protestante en particulier. Donc, en fait, vous avez un certain nombre d'obligations réglementaires dont vous êtes plus ou moins conscient d'ailleurs dans le cadre de l'aide alimentaire pour ce qui concerne la sécurité des aliments. Toutes ces obligations en fait sont résumées dans un ensemble de réglementations qu'on appelle le paquet hygiène. C'est des réglementations européennes qui sont après déclinées au niveau national. Et donc ce paquet hygiène, c'est un ensemble de réglementations qui date de 2004, donc 852, 853, peu importe, mais qui concerne l'ensemble de la filière agroalimentaire, de la fourche à la fourchette, comme on dit, hein, donc de la production primaire jusqu'à la consommation. Dans le cadre de l'aide alimentaire, on est évidemment concerné par ces réglementations. Et pour notre activité spécifiquement, on a deux obligations. La première, c'est que tous les gens qui manipulent les produits possèdent les connaissances nécessaires pour une manipulation sans risque pour ce qui nous concerne, donc pour les personnes accueillies. La deuxième obligation réglementaire, c'est enfin, disons, d'avoir un guide de bonne pratique qui explique comment justement on peut faire pour manipuler les aliments sans risque. Et l'ensemble de ces documents, donc les plans d'action, etc., enfin tout ce qu'on appelle, enfin il y a tout un ensemble, tout ce qui concerne en fait la sécurité des aliments est réuni dans un document synthétique, enfin un classeur en fait, hein, qui regroupe toutes les informations relatives à la sécurité des aliments, et regroupé donc dans un document qui s'appelle un plan de maîtrise sanitaire. Ce plan de maîtrise sanitaire est une obligation légale pour tout établissement manipulant des denrées, bon, au départ d'origine animale, et puis maintenant c'est en train de s'étendre de toute façon à tous les aliments. Donc, on parlait tout à l'heure, Isabelle parlait de contrôle. En fait, on a trois types de contrôles actuellement. On a les contrôles France Agrimaire, mais qui concernent uniquement les denrées gérées par le FSE+. Donc, on peut vous demander de justifier comment vous utilisez les produits FSE+, en particulier les notions d'égalité, de gratuité, etc. Mais aussi vérifier que ça a été donné aux bonnes personnes, enfin, etc. Donc ça, si vous avez un contrôle France Agrimaire, c'est votre banque qui vous préviendra. Et nous, on a toute une procédure, en fait, des formations, etc., pour vous aider dans le cadre d'un contrôle France Agrimaire. Après, au niveau national, je dirais, il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles de la DRETS. Donc DRETS, c'est régional. Et là, on vous contrôle sur les aspects plutôt d'organisation, de RH, de finance, je sais pas, procédure de prise de décision, etc. Gestion des stocks, si vous recevez des subventions, qu'est-ce que vous en faites, etc. Donc ça, c'est régional et donc c'est les DRETS. On les voit pas très souvent forcément. Nous, au niveau de l'ensemble des banques alimentaires, on a peut-être une dizaine de contrôles par an pour 100 banques, hein. Donc, vous voyez que c'est quand même pas tous les jours, mais ils sont susceptibles de débarquer. Ils peuvent venir spontanément, ils ont des plans de contrôle réguliers, ou ils peuvent venir sur signalement. Je vous dis ça parce que signalement, en fait, en français, ça s'appelle dénonciation, mais l'administration dit signalement. Et maintenant, c'est très facile de faire des signalements. Il y a un site exprès pour ça qui s'appelle signalconso.gouv.fr où vous pouvez signaler tout ce qui vous plaît pas en termes de sécurité des aliments, que ce soit un resto, etc. Donc nous, enfin nous ou vous, on peut avoir alors soit des bénéficiaires mécontents, soit des partenaires qui veulent, qui sont pas forcément très sympathiques et qui font une dénonciation. Donc les DRETS peuvent débarquer de manière inopinée sur signalement. Ça peut arriver. Après, les DREDS, ils sont pas spécialistes en hygiène sécurité. Par contre, s'ils voient des choses qui leur plaisent pas, à ce moment-là, ils font appel aux anciennes directions des services vétérinaires, donc qui s'appellent maintenant DDPP ou DDETSPP, peu importe. Mais là, c'est des inspecteurs vétérinaires, hein, donc ils connaissent très bien le métier et qui vont vous contrôler sur les aspects sécurité des aliments. D'où l'importance de respecter donc ces obligations, c'est-à-dire de posséder la maîtrise des bonnes pratiques et d'avoir ce plan de maîtrise sanitaire
qui en fait résume tout ce que vous faites, qui concerne la sécurité des aliments. Alors, ces deux formations, donc chez nous, ça s'appelle TASA et CASA. Donc, TASA, tous acteurs de la sécurité des aliments. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. En fait, c'est la sécurité des aliments, c'est une chaîne, et la force d'une chaîne, c'est la force du maillon le plus faible. Donc, s'il y a une personne qui fait n'importe quoi dans votre établissement, ben, ça met en péril, en fait, l'ensemble de ce que font les autres personnes. Donc, l'objectif de la formation, c'est la maîtrise des bonnes pratiques. En fait, on utilise ce qu'on appelle des bonnes pratiques d'hygiène pour éviter ce qu'on appelle des mesures préventives, en fait, pour éviter qu'il y ait des accidents. L'ensemble de ces bonnes pratiques, en fait, c'est essentiellement la chaîne du froid et les procédures de nettoyage des infections. En gros, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est des sessions qui font 10 à 15 personnes. Ça concerne donc tous les gens qui manipulent des aliments, mais également aussi, c'est important que les responsables des assos ou les responsables des achats, par exemple, enfin des achats des appros, disons, maîtrisent, sachent quels sont les aliments qu'on ne peut pas prendre pour différentes raisons, ou comment, ou pour les gens, pour l'écart, par exemple, aussi, c'est important d'avoir des notions pour savoir ce qu'ils peuvent donner après aux assos ou pas. Donc, le contenu de cette formation, en gros, c'est quelle est la nature des dangers qui sont liés à l'alimentation, quel type de danger, bon, en gros, physique, chimique, biologique et allergique. Et ensuite, quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène qui évitent justement que ces dangers se concrétisent. Donc, je vous disais, chaîne du froid, nettoyage des infections, gestion des dates de consommation, DLC, DDM, ça je pense que vous connaissez. Et puis après, des notions comme la traçabilité, qui est liée en fait à la gestion des alertes, et puis également les plans de formation, les choses comme ça. Donc, la durée de cette formation, c'est une journée. Alors, possibilité à distance, oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait développé en 2020, qu'on n'utilise plus guère aujourd'hui, mais sachez que si vraiment vous pouvez pas vous déplacer, etc., on a un module de formation à distance, un module interactif, hein, sous le contrôle d'un formateur, qui est encore disponible, mais qu'on n'a pas forcément mis à jour. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que soit les formations se font dans la banque à laquelle vous êtes en convention, avec laquelle vous êtes en convention, ou soit si vous arrivez à réunir suffisamment de monde pour une formation. Donc quand je dis suffisamment de monde, c'est bon, ça dépend de la distance, etc. Mais disons qu'on peut déplacer un formateur à partir de 10 personnes et jusqu'à 15, quoi. Au-delà de 15, ça devient difficile d'avoir une formation vraiment interactive. Mais disons qu'à partir de 10 personnes, on peut déplacer, on peut vous envoyer un formateur chez vous. Éventuellement, vous vous groupez à deux ou trois associations du même secteur pour avoir suffisamment de monde. Et donc, durée, ça dépend des formateurs, 7 heures, 8 heures, et avec un, non, 8 heures, ça fait beaucoup, mais 6 7 heures plutôt, et avec un déjeuner qui permet d'échanger ensemble. La formation CASA, donc, c'est comment améliorer la sécurité des aliments. Donc là, si vous avez fait un peu de qualité dans votre carrière professionnelle, vous comprenez le concept, donc, d'amélioration continue. Donc, l'objectif, c'est la mise en place du guide des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, le guide des bonnes pratiques d'hygiène, c'est un document qui reprend, en fait, tout ce qu'on doit faire pour éviter qu'un accident arrive. Et donc, on vous donne les éléments pour la rédaction de ce fameux plan de maîtrise sanitaire. Donc là, pareil, c'est 10 15 personnes. Par contre, il faut que tous les gens qui participent à cette formation aient fait préalablement la formation TASA, donc qui, elle, regroupe les informations essentielles en termes de connaissances, je dirais, techniques, scientifiques. Et puis, il faut avoir plusieurs personnes de chaque asso, et en particulier les responsables. Parce que à la fin de cette formation CASA ou pendant la formation CASA, on va faire ce qu'on appelle des auto-évaluations, c'est-à-dire on a des grilles d'audit, hein, donc on n'applique pas la grille complète évidemment pendant la formation, mais on vous la laisse à la fin si vous voulez le faire chez vous. Mais on va évaluer le niveau d'application des bonnes pratiques dans votre établissement. Donc il y a 55 questions, bon, ce qui paraît beaucoup. Et puis il y en a évidemment qui ne s'appliquent pas aux petits établissements pour les plans de maintenance des équipements froids, etc. Évidemment, chez vous, ça ne s'applique pas. Mais donc, on fait cette auto-évaluation. L'évaluation permet de déterminer ben, qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il y a trois critères. Enfin, à chaque fois, c'est satisfaisant, amélioré ou non satisfaisant. Et donc, on en tire des points d'amélioration, des axes d'amélioration, et donc des plans d'action. Il faut mettre en place des actions pour lever ce qu'on appelle des non-conformités. Et donc, ça peut impliquer, ben, ça implique de toute façon des décisions, des investissements humains, des investissements financiers éventuellement, des changements dans l'organisation de la structure, etc. Donc, c'est indispensable qu'il y ait au moins un responsable de l'assaut qui soit à cette formation.
On est reconnu comme un organisme de formation et donc on peut délivrer des attestations. Alors, ça veut dire de notre côté qu'il faut faire pas mal de paperasse, donc on doit signer une convention, on vous fait signer une convention, on fait des feuilles de présence signées par demi-journée, et ça c'est une obligation hein, pour un centre de formation, et on fait un compte-rendu qui reprend les différents éléments de la formation. Donc, vous, de votre côté, ça vous permet aussi d'avoir des attestations de formation. Donc, ça, c'est pour les alternants, en particulier les contrats de qualification également. Bah, ça montre en fait qu'ils ont été formés pendant leur contrat, ce qui est demandé en fait dans le cadre de ce type de contrat. Également, chez vous, ça vous permet de garder une trace de ce qui a été fait comme formation. Sachez cependant qu'au niveau de la Fédé, c'est pas nous qui organisons les formations, elles sont organisées au niveau local par les banques. Par contre, toutes les formations sont enregistrées au niveau de la Fédé, on a tous les enregistrements informatisés depuis 2008. Donc, on peut vous ressortir toutes les feuilles de présence, les comptes rendus, etc., de toutes les formations depuis 2008. Donc, pour vous, c'est pratique. Si vous avez une inspection surprise et qu'on vous demande qui a été formé chez vous, ben, ça, vous pouvez nous passer un coup de fil ou un mail et on peut vous retrouver cette information rapidement. Et également, pour vous, les formations sont entièrement gratuites, hein. Bon, sauf si vous vous hébergez chez vous, c'est vous qui prenez en charge le repas pour les stagiaires. Mais sinon, c'est le seul engagement qu'on demande au niveau financier. Alors, pour détailler un petit peu plus, donc la formation tous acteurs de la sécurité des aliments, donc reprend la première obligation réglementaire, c'est-à-dire connaissance et maîtrise des bonnes pratiques par l'ensemble des intervenants. Au niveau des banques, nous, on s'est engagé vis-à-vis de l'administration à organiser au moins une session par banque et par an. Alors, après, évidemment, ça dépend des banques. Je prends toujours la Creuse, comme d'habitude, et la Creuse, ils font une formation par an parce que c'est une petite banque qui manipule 200, 300 tonnes de produits par an. Bon. Par contre, des très grosses banques comme Lyon, par exemple, enfin Dessine, ils manipulent plus de 6000 tonnes de produits par an. Ils font une formation par mois, voire plus, hein, mais en fonction des besoins. Donc, c'est au moins une formation par banque et par an. Ça veut dire pour vous, si vous voulez vous inscrire à une formation, en fonction de la taille de la banque, ben, la prochaine formation va être plus ou moins proche, quoi. Et moi, par exemple, je fais des formations pour la banque de Rouen, bon, pour des raisons pratiques, et j'ai fait une dizaine. Là, en un an, j'en ai fait une dizaine. Donc, sur des banques un peu significatives comme Rouen, bah, c'est quasiment une formation par mois également. Dans nos engagements vis-à-vis de l'administration, on a dit aussi qu'on formait 20% des associations par an. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous passer chacun une fois tous les 5 ans, enfin, même si c'est pas idiot de se recycler régulièrement, mais disons qu'il est important pour vous de vérifier qu'il y a des gens qui ont été formés chez vous récemment, et si c'est pas le cas, de prendre contact avec votre chargé d'animation réseau ou avec votre correspondant dans la banque, hein, le président, etc., en fonction des personnes que vous connaissez. Mais c'est important donc de faire la demande, vous, même si les cadres dans les banques, en fait, ont tous les éléments et doivent comment dire, faire la promotion des formations auprès de vous et vérifier que vous les faites. Vous aussi, vous pouvez être à l'initiative, hein, si vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de gens chez vous qui ont été formés, vous prenez l'initiative vis-à-vis de votre banque. On a 30 formateurs régionaux donc dans toute la France et les Antilles. Enfin, je cherche quelqu'un pour les Antilles là, parce qu'elle va partir. Et la Réunion, donc nous on a des formateurs partout. C'est des formateurs de haut niveau, on va dire. Enfin, c'est des gens qui viennent de l'industrie ou des professions de santé. On a pas mal de professions de santé ou qui viennent, bah, pas mal d'inspecteurs vétérinaires. On a même une formatrice d'inspecteurs vétérinaires, une directrice enfin une ancienne directrice d'inspecteurs vétérinaires, etc. Donc c'est des gens qui maîtrisent très bien le domaine, hein. Donc je vous l'ai dit, une journée, toute personne amenée à manipuler des denrées. Il faut former. Alors sur les grosses assos, on n'est pas obligé que tout le monde y passe tous les 5 ans, hein. Par contre, c'est important d'avoir des référents, des gens qui ont été formés, auxquels les autres peuvent poser des questions. Parce que l'obligation réglementaire, c'est de posséder les connaissances. C'est pas forcément de participer à une formation. La transmission des connaissances, ça peut se faire par compagnonnage, etc. C'est-à-dire, il y a une personne qui sait et qui apprend aux autres, hein. Mais c'est important que tout le monde ait quand même les notions qui peuvent être délivrées donc par des référents internes. Donc 10-15 personnes. Engagement d'amélioration. Au cours de cette formation TASA, vous allez dégager des points pour lesquels vous pensez que vous n'êtes pas. Il y a un petit exercice à la fin en groupe par assaut, et vous devez déterminer qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Qu'est-ce que vous avez identifié dans vos procédures qui ne respectent pas complètement les règles de bonne pratique, hein, les bonnes pratiques d'hygiène.
On forme, bon an, mal an, donc 4000 stagiaires par an. Là, on est en train de battre les records, on est en train de faire les relevés pour 2024 et on va battre notre record historique. Je crois qu'on va être à 4080 stagiaires, donc avec 380 sessions. Et 80% des stagiaires viennent d'associations. 20% des banques, hein, c'est des salariés, des bénévoles des banques, mais 80% viennent de nos partenaires. Le programme, c'est donc, est-ce que les aliments dangereux, mythe ou réalité? Bon, on sait tous que oui, il y a des aliments dangereux. Bon, après, il faut pas s'affoler non plus, hein, parce que enfin, c'est grave quand ça arrive à certaines personnes, mais disons que globalement, ça représente les 250 morts par an, ce qui représente, je sais pas si vous savez combien il meurt de personnes par an en France, enfin, avant le Covid en tout cas, mais c'était 619 000 par an, c'est-à-dire une moyenne de 1800 par jour. Donc vous voyez que 200 morts par an, bah, évidemment c'est triste pour les gens, à qui c'est arrivé, mais c'est quand même extrêmement faible, hein, c'est pas une cause majeure de mortalité. N'empêche qu'il peut y avoir des accidents, et il peut y avoir des accidents liés à des mauvaises pratiques qui peuvent arriver dans les assos partenaires. Donc on identifie les différents types de dangers, on vous parle des différents types de dangers. Donc pour les accidents mortels, c'est très essentiellement des dangers biologiques, des bactéries dont vous avez déjà entendu parler, un salmonelle, listeria, Escherichia coli, etc. Donc on vous parle un peu de ça, et après, surtout, on passe l'essentiel de la formation sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les accidents arrivent? Donc, tout ce qu'on appelle les mesures préventives, et s'il y a un accident qui arrive quand même, les mesures correctives, hein, ou actions correctives. Après, éventuellement, on peut faire des options. Donc, si vous avez des activités qui ne sont pas strictement de la distribution d'aide alimentaire telle que, c'est-à-dire remise de colis ou épicerie sociale, il y a des assos, par exemple, qui font plus de la restauration collective ou de la maraude ou des choses comme ça. Bon, là, on a des petits modules qu'on peut délivrer. Également, un module spécifique aux associations qui est la découpe. Quand vous recevez d'une banque un fromage entier, un pâté de 5 kilos, un jambon entier, etc., les banques n'ont pas le droit d'y toucher, enfin, sauf pour vous les donner, et ils n'ont pas le droit de les déballer. Par contre, vous, en asso, vous avez le droit de déballer, de découper, mais dans des conditions très strictes, hein. Donc ça, on peut vous en parler. On a un module spécifique pour ça, où vous devez en fait faire comme ce que fait le boucher ou le charcutier de votre quartier, c'est-à-dire découper devant le client et lui donner directement pour consommation immédiate, hein. Vous n'avez pas le droit, évidemment, de garder les produits plusieurs jours après, mais vous pouvez couper et donner tout de suite. Et ensuite, donc, on fait une auto-évaluation à la fin, et puis en petit groupe, et on peut vous donner, donc, si vous le souhaitez, une attestation. Voilà, ça, c'est la formation TASA. La formation CASA, donc, c'est la suite de la formation TASA. Donc, c'est la maîtrise et la mise en place du guide de bonne pratique et l'accompagnement des partenaires pour la rédaction de ce fameux plan de maîtrise sanitaire. Je vais parler de contrôle. La première chose que va vous demander l'inspecteur, c'est où est votre PMS. Même, enfin, si vous avez envie de faire la manip, hein, vous pouvez aller dans un restaurant et vous demandez au restaurateur son PMS. S'il lève les yeux au ciel ou s'il dit ben, c'est quoi ce truc-là, je vous conseille d'aller manger ailleurs, hein. Mais normalement, un restaurateur doit être capable, enfin le responsable de l'établissement, doit être capable de vous donner ce document. Bon, vous, en interne, vous devez avoir ce document à jour. Alors, à jour, ça ne veut pas dire qu'il faut le remettre à jour tous les jours, évidemment, mais il faut le remettre à jour quand il y a un changement important, quand vous déménagez, quand il y a un changement de responsable. Je pense qu'il peut y avoir d'autres, quand vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant, si vous vous mettez à faire de la découpe alors que vous ne faisiez pas, etc. Donc, il faut à chaque fois que votre PMS prenne en compte ces modifications. Donc, la formation TASA, elle peut être faite par les mêmes formateurs que TASA, mais également par certains responsables d'hygiène en banque, hein. Il y en a qui ont été formés spécifiquement pour ça et qui font en plus la formation CASA, parce que ben, là, le besoin est très important. On a quand même 6000 assos partenaires, et si on veut les aider correctement à faire la rédaction en particulier des PMS, c'est important qu'il y ait aussi des RISA qui s'impliquent là-dedans. Normalement, cette formation est un peu plus courte, hein, donc par exemple, pour le TASA, moi je fais 9h, 9h, 16h. Non, 8h30, 16h même, parce que c'est la banque ferme tôt. Pour le CASA, je fais 9h, 15h. Donc, c'est un petit peu plus court. C'est bien de mettre le déjeuner à l'intérieur parce qu'on peut faire 8h, 13h. Mais bon, c'est bien d'avoir un déjeuner qui permet d'échanger un petit peu de manière informelle. Session 10-15, donc on a vu avec les responsables des assos. Ça concerne toutes les assos.
Dans les banques, on a mis en place les PMS il y a déjà longtemps, il y a une douzaine d'années. Toutes les banques ont eu un jour un PMS. Ça ne veut pas dire que forcément qu'à aujourd'hui, ils sont tous à jour et qu'on peut les retrouver facilement. Mais enfin, ils en ont eu un jour. Par contre, dans les assos, je ne sais pas du tout quel est le niveau de réalisation des PMS dans nos assos partenaires. J'ai peur que ce ne soit pas très important. Mais bon, on y travaille. Actuellement, on fait un gros effort là depuis 2 ans pour relancer ces formations. Sachant qu'à aujourd'hui, enfin pour 2024, on est à peine à 500 stagiaires par rapport à 4000 en TASA. Donc vous voyez que ça reste perfectible, on va dire. Et vous, de votre côté, il faut vraiment prendre conscience du fait que vous avez besoin de ce document et que donc il faut qu'il y ait au moins un responsable qui participe à cette formation. Donc le programme, on part de, bah, on doit avoir fait la formation TASA pour avoir les connaissances techniques et scientifiques. Donc ensuite, on va parler beaucoup du guide de bonne pratique. Donc le guide de bonne pratique, en fait, c'est un document formaté, hein. C'est une demande de ce fameux paquet hygiène européen, mais la structure de ce document est très, comment dire, très définie. On n'a pas de liberté dans cette structure, donc on doit déjà expliquer ce qu'on fait. Ensuite, alors ce qu'on fait nous, c'est simple, hein, c'est on reçoit des produits, on les redistribue, hein, donc c'est assez simple. Mais dans certaines industries, ça peut être très compliqué, hein. Dans les conserves de poisson, par exemple, bon, ça veut dire il y a plein d'étapes, hein, par exemple, ou n'importe quelle préparation de plat cuisiné ou quoi que ce soit. Il y a plein d'étapes. Nous, on est quand même un process relativement simple, hein. Donc, ensuite, on évalue et on fait une analyse de danger. Alors, ce que peut faire un inspecteur quand il va chez vous, c'est vous demander où est votre analyse de danger. Et votre réponse, vous, bah, c'est le GBPH. C'est les 2 premiers chapitres du GBPH. C'est une analyse de danger. Ensuite, donc, on parle des actions, des mesures préventives et des mesures correctives, comme on l'a déjà évoqué. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'un accident arrive et si jamais il y a quand même un problème, comment éviter qu'il se reproduise? Et puis ensuite, on a des fiches pratiques. Donc, on a 17 fiches pratiques. Et à chaque fois, on a bah, quel est l'objectif en fait de cette action? Bah, c'est par exemple réception des produits ou approvisionnement, ou etc. Enfin bon, il y a toutes les fiches ou distribution aux bénéficiaires. Et dans chaque fiche, donc, on a des préconisations. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire comme bonne pratique pour éviter qu'il y ait un accident? Et puis la liaison avec les autres fiches, hein. Il n'y a aucune fiche indépendante, elles sont toutes liées les unes aux autres. Donc on passe un peu de temps, ou même beaucoup de temps en fait sur l'analyse des fiches pratiques. Bon, je ne vous cache pas que la plupart du temps, les fiches pratiques sur lesquelles on travaille, c'est la chaîne du froid. Celle-là, on y échappe rarement. Et puis, éventuellement, ça peut être le tri des produits si vous faites de la ramasse, ou ça peut être la remise aux bénéficiaires si vous pensez que ce que vous faites n'est pas idéal, etc. Donc, on peut faire, en fait, on peut travailler sur n'importe quelle fiche, mais ça, le formateur vous demandera avant, justement, sur quoi vous voulez travailler. Ensuite, on voit comment conduire un projet d'amélioration par rapport à ce qu'on a identifié comme point d'amélioration. Et ensuite, donc, on finit par comment rédiger un PMS. Alors, on ne le fait pas dans la salle, hein, la rédaction du PMS, mais on vous donne un exemple de structure de PMS. On a un document pour ça, nous. Il n'y a pas de structure obligatoire. C'est pas comme le guide de bonne pratique où il y a un plan obligatoire. Mais dans le PMS, la réglementation vous dit ce qu'il doit y avoir. Ce qu'il doit y avoir comme information. Et nous, on a rédigé un modèle hein, qu'on peut vous mettre à disposition, ou que de toute façon le formateur vous remettra pour vous aider à rédiger ce plan. Et puis à la fin, vous vous engagez. Vous engagez en fait sur, ben, moi alors j'ai déjà un PMS, mais il est pas bon sur tel et tel point, ou j'ai pas du tout de PMS, donc il faut que je m'y mette, etc. Et là, vous devez vous faire aider en fait des responsables hygiène dans les banques, hein. Normalement, ils ont toutes les informations, ils ont toute la compétence pour faire ça. Après, éventuellement, le formateur peut vous aider aussi. Bon, ça dépend. Ça dépend de sa disponibilité, et puis ça dépend des RISA des banques, s'ils sont prêts à le faire ou pas, etc. Et là, nous, on est là pour vous aider sur ces points-là. Donc là, vous avez par exemple 3 fiches qui sont issues du GBPH, hein. Alors, c'est pas les fiches pratiques telles que vous les trouvez dans le GBPH, c'est des affiches qui en ont été tirées et qui sont des exemples donc de ce qu'on peut retrouver dans le GBPH. Alors, vous avez la fiche de gauche, normalement, vous devriez déjà l'avoir, celle-là, puisque pour tous nos assos partenaires, on a fait imprimer cette affiche à la demande de l'administration qui nous a dit que cette affiche devait être dans tous les lieux de distribution. Donc, si vous faites de la distribution de colis ou si vous êtes une épicerie solidaire, vous devez avoir
cette affiche affichée sur le point de distribution, qui reprend donc de manière très synthétique les règles à respecter pour la remise aux personnes accueillies, remise des produits aux personnes accueillies. Non, on a refait le GBPH, je parle du GBPH, on l'a actualisé en fait. La première version datait de 2009 et on l'a actualisé l'année dernière, en 2023, donc bah, du coup il y a 2 ans. Et vous avez dû normalement recevoir, pour tous les partenaires des banques alimentaires, vous avez dû recevoir un exemplaire du guide de bonne pratique imprimé et la fiche de gauche donc, que vous êtes supposé afficher sur le lieu de distribution, comme vous êtes supposé afficher également les affiches du FSE. Cet établissement distribue des produits de l'Union européenne, etc. Vous avez également la fiche, là, on vous a mis ces 3 exemples, hein, il y en a 11 en fait, hein. Mais donc la fiche de gestion des dates, donc DLC, DDM, avec la gestion des DDM dépassés, etc. Et puis à droite, c'est plutôt pour vos bénévoles à vous, enfin vos bénévoles ou salariés d'ailleurs, mais quelles sont les règles minimales d'hygiène sécurité des aliments pour les opérateurs de chez vous. Donc là, on va vous mettre les liens, on va envoyer à Isabelle qui va vous transmettre les liens donc, pour avoir accès à ces documents, le guide de bonne pratique et le recueil des petites affiches. De toute façon, pour tout ce qui concerne les formations en hygiène sécurité, votre point de contact, c'est votre banque locale, hein. Je vous répète, on n'organise pas les formations au niveau national, on enregistre au niveau national, on archive au niveau national. Par contre, l'organisation pratique des formations se fait en lien avec votre banque locale, hein. Donc pour vous, il faut prendre contact avec votre banque pour si vous souhaitez, si vous avez des besoins en formation, vous n'hésitez pas. Normalement, enfin, nous, je vous dis, on a des formateurs sur tout le territoire national. Après, bon, en fonction de circonstances locales, ça peut prendre un petit peu de temps pour organiser une formation, mais on répondra toujours à un besoin, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Voilà, on passe aux questions. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation.